Alors, beaucoup d'entre vous connaissent peut-être ici cette citation d'Antonio Gramsci. Toute révolution a été précédée d'un intense travail de critique, d'une pénétration de la culture et d'une occupation des esprits. Le vocabulaire est certes martial, occupation, mais il est question de l'être, de culture et d'esprit. Alors, on a tendance à dire, Gramsci à l'appui, que toutes les batailles politiques sont aussi, et peut-être d'ailleurs avant tout, des batailles culturelles. Elles se mènent sur le terrain des idées, des récits et des mots. Or, la droite a longtemps été accusée d'avoir abandonné ce terrain, celui de l'enseignement, du journalisme, de l'université, à la gauche. Elle semble aujourd'hui vouloir reprendre l'offensive. Pour traiter de ce sujet, le combat des idées, ou le combat culturel, je suis accompagné donc de Pierre-Alexandre Bouclé, qui est directeur de Radio Courtoisie, journaliste auparavant à Valeurs Actuelles et au Spectacle du Monde, Radio Courtoisie, qui mène un intense travail au niveau de ce combat des idées en produisant du contenu, du savoir, dont certains médias disent d'ailleurs qu'il peut concurrencer France Culture. Je suis également accompagné de Jérôme Sainte-Marie, vous êtes sondeur, vous étudiez l'opinion, vous la connaissez. Et tous deux avaient également connu, fort bien connu, Patrick Buisson, qui longtemps a été présenté comme étant le Gramsci, ou du moins le gramschiste de droite. Alors, une première question peut-être, pour définir notre objet, une première question d'ailleurs qui n'est pas forcément la plus simple. Selon vous, qu'est-ce qu'aujourd'hui menait le combat des idées pour la droite? Ce combat est-il réellement engagé ou seulement proclamé? Pierre-Alexandre Bouclé. Merci de la question. Alors, vous demandiez précédemment quel était l'état du combat culturel en France aujourd'hui. Et moi, je me dis qu'on est quand même, comme disait ma grand-mère, il n'y a pas de quoi crier, venez voir. C'est-à-dire que la droite et les idées, manifestement, ça a longtemps fait deux. Et on se réjouit aujourd'hui, et moi le premier, d'un sursaut, d'un réveil. Certains parlent même d'une hégémonie. Si on est journaliste à Libé, on va parler d'une hégémonie des idées de droite. Je pense que ça n'est pas vrai, malheureusement. Nous avons affaire depuis 40 ans, ou même 50, disons 40, à une droite qui a totalement abandonné le combat des idées. Et si aujourd'hui sursaut il y a, eh bien c'est vraiment au bord du précipice. C'est-à-dire que nous sommes en train de nous réveiller, c'est tant mieux, c'est vraiment bien, c'est salutaire, mais face à un gouffre. C'est-à-dire que nous sommes dans une France qui est éclatée, qui est objectivement divisée en communautés. Ça serait intéressant, d'ailleurs, si un jour Jérôme Sainte-Marie a le temps ou l'envie, de faire une étude sociologique sur la consommation de porc géographiquement en France. Ce serait un vrai sujet, je crois, qui serait riche d'enseignements. Et nous avons affaire à une gauche qui garde un pouvoir puissant. Donc voilà, je ne pense pas qu'aujourd'hui nous ayons une hégémonie du tout. Je pense qu'il y a un sursaut, mais qui est vraiment face à un gouffre, encore une fois à cause de la lâcheté d'une certaine droite, d'une droite de gouvernement, qui pendant 40 ans a abandonné ce combat. Et disons que depuis la manif pour tous, donc dans les années 2010, qui a été suivi ensuite du mouvement des Gilets jaunes, et puis ensuite qui a encore cristallisé avec la crise vaccinale, avec la politique vaccinale suite au coronavirus. Nous avons un vrai mouvement de sursaut, de réveil qui est en train de se mettre en place, et c'est peut-être de cela que peut venir le salut, surtout s'il rencontre, comme aujourd'hui, le vecteur des médias alternatifs et des réseaux sociaux. Voilà. Je ne sais pas si je réponds à votre question, mais en gros, voilà le constat que je fais du réveil de la droite des idées aujourd'hui. Bonjour d'abord, merci aux organisateurs d'avoir bien voulu me convier. Je suis extrêmement heureux de parler devant vous, devant une jeunesse volontaire, courageuse, là où vous militez, je le sais, on l'a encore vu ces derniers jours, et une jeunesse volontaire, une jeunesse unitaire également. Toute la question est de savoir de quelle unité il s'agit. Est-ce que c'est l'unité de la droite, comme le débat semble le proposer, ou bien est-ce que c'est autre chose? Pour moi, bien sûr, ce sera autre chose. Je remercie d'ailleurs les organisateurs d'avoir eu l'ironie de m'inviter, moi qui ne suis absolument pas de droite, à ce débat sur la droite et les idées. Je voulais également vous faire part, à vrai dire, non seulement de mon admiration, mais également de ma jalousie. De ma jalousie, puisque vous avez beaucoup de chance. Alors certes, le pays s'effondre, certes, quels que soient les aspects que l'on voit de la France, tout est en crise, à commencer par l'enseignement. Vous appartenez à une génération qui arrive sur le marché du travail dans une époque où l'essentiel du patrimoine est désormais hérité,
et non plus gagner par le travail. Enfin bref, vous avez toutes sortes d'obstacles devant vous, mais vous avez de la chance. Vous avez de la chance parce que, pour citer un grand stratège russe, puisqu'on a cité Gramsci, que Marion Maréchal cite Trotsky dans Valeurs actuelles, je vais vous citer un peu de Lénine, ça ne vous fera pas de mal. Eh bien, Lénine disait, je crois, en 1917, il ne savait pas encore qu'il y aurait une révolution, eh bien, il disait, non, c'est au début de la révolution, justement, il disait, il y a des décennies où rien ne se passe, il y a des semaines où se passent des décennies. Nous sommes exactement, un peu grâce à Emmanuel Macron, dans cette période-là. Effectivement, les événements au niveau national et international s'enchaînent. Et pour vous, qui êtes engagés idéologiquement, c'est une période extrêmement propice. Vous avez des grandes choses à faire. Et de ce point de vue-là, moi qui ai eu le malheur d'avoir 20 ans dans les années 80, je vous envie et j'éprouve la plus forte jalousie et la plus grande admiration pour ce que vous faites à la cocarde. Tout ça pour vous dire que je vais essayer de participer à ce débat sur la droite et les idées, mais encore une fois, en défendant plutôt l'unité du peuple français que celle d'une droite que j'ai connue au pouvoir, que j'ai connue hégémonique pour le coup électoralement, idéologiquement dans les années 80 et dont j'ai pu voir les échecs successifs. Toutefois, où en est le combat culturel? On entend dire, et là je m'adresse au sondeur et l'ancien directeur d'Institut de sondage, que la droite effectivement a gagné la bataille des idées, qu'il y aurait une contre-hégémonie qui aurait remplacé l'ancienne hégémonie héritée de mai 68. Y a-t-il, alors vous contestez le terme, mais sur le thème de la nation, celui de la sécurité, de la transmission, de l'éducation, y a-t-il une droitisation effective de l'opinion? Bon, alors il y a un débat qui est animé, comme souvent, malheureusement, essentiellement par des auteurs qui se revendiquent de la gauche. Vous avez notamment un bouquin qui s'appelle La droitisation, je crois. Enfin, il y a le mot droitisation dans le titre, d'un sociologue d'État, si j'ose dire, de Sciences Po, qui s'appelle Vincent Tibéri, qui lui considère qu'il y a une droitisation par le haut, il pense au groupe Bolloré, et qu'en fait, il n'y a pas de droitisation au niveau de l'opinion. Ça a donné lieu à un débat intéressant, d'ailleurs, vous pouvez regarder en podcast entre Fourquet et lui, à France Inter, et où Fourquet explique assez bien, en tant que sondeur, que si l'on regarde les valeurs, les fameuses valeurs, eh bien, si on regarde les valeurs des Français au niveau économique et social, ils sont opposés à la réforme des retraites, ils sont pour l'intervention de l'État, et ils sont attachés, pour la plupart, à une forte redistribution par l'État. Et cette redistribution, d'ailleurs, fait partie du contrat national, qu'on le veuille ou non. Ensuite, au niveau des mœurs, le conservatisme dont on parle souvent existe extrêmement peu en réalité. Et d'ailleurs, quand la droite arrive au pouvoir, à l'époque où il y avait l'alternance, elle ne remettait jamais en cause les réformes qui avaient été menées par la gauche, et quand elle était au pouvoir, elle en menait elle-même pas mal elle avait été elle-même empreinte d'une pensée, disons, assez libertaire en réalité. Et il y a uniquement sur les questions régaliennes, sur les questions de sécurité et d'émigration, où on a effectivement des demandes sociales que l'on peut assimiler, si on veut, à la droite. Mais tout ça ne fait pas une droitisation. Ce que l'on sait inversement, c'est que quand on se proclame de droite, politiquement, ça n'a à mes yeux qu'une seule vertu désormais, celle de vous garantir, entre les deux tours, de passer un excellent après-midi, place du Trocadéro. Alors parfois, c'est la seule certitude. Il y a une incertitude, cependant, c'est que parfois il fait beau, comme en 2012 ou en 2022, et parfois il pleut, comme en 2017. Mais sinon, vous pourrez, si vous proclamez cette volonté à tout prix de vous proclamer de droite à la face des Français, vous passerez très probablement, entre les deux tours, un excellent après-midi sur la place du Trocadéro et une mauvaise soirée le dimanche qui suivra. Mais sinon, cette valeur de droite est une valeur qui est démonétisée. Alors pourquoi est-ce que je dis ça? Parce qu'il se trouve qu'en tant que sondeur et en tant qu'essayiste, etc., j'ai fait des dizaines, voire des centaines de sondages sur les valeurs de droite. Qu'est-ce que c'est que d'être de droite ou qu'est-ce que c'est que d'être de gauche? Ça occupe. J'en ai discuté à longueur de soirée depuis... j'ai 59 ans, donc vous voyez un peu la salive qui a pu être dispensée là-dessus. Et j'ai écrit des articles, j'ai lu des montagnes de documents sur qu'est-ce que c'est que d'être de droite, qu'est-ce que c'est que d'être de gauche. Et cette montagne de documents, de documentation, de travail, j'en ai bien peur à accoucher d'une souris que je vais vous délivrer gratuitement. Qu'est-ce que c'est que d'être de gauche quand on y réfléchit bien? Eh bien, après toutes ces lectures,
après René Rébon, Patrick Buisson pour la droite, etc., j'en arrive à une conclusion bien décevante. Être de gauche, c'est se dire de gauche. Si Manuel Valls veut proclamer qu'il est de gauche, il est de gauche. Comme Krivine, Letté, ou Ben Saïd, ou je ne sais trop qui. Si on dit qu'on est de gauche, on est de gauche. Et si on dit qu'on est de droite, on peut vouloir, je ne sais pas moi, qu'est-ce qui pourrait vous horrifier, j'en sais rien, mais augmenter les impôts, enfin bref, vouloir le trouble, légaliser le trouble, etc. Si on se dit de droite, on sera de droite. Ces notions de gauche et de droite, contrairement à des notions comme libertaire, comme royaliste, comme républicain, comme socialiste, etc., ou libéral, ces notions-là ont un contenu idéologique bien précis. La notion de droite et de gauche sont des termes d'origine parlementaire qui viennent de 1789, des États généraux. Il y a un bon bouquin de Gaucher là-dessus. Et c'est des notions parlementaires qui servent uniquement à faire des alliances d'entre-deux tours. Mais en réalité, ça n'a pas de contenu particulier. Et d'ailleurs, quand on regarde depuis 2 siècles le contenu de la gauche et de la droite, prenons l'exemple de la colonisation par exemple, eh bien, ou la nation, ce qui est même pas un petit sujet, c'est la gauche et la droite n'ont pas cessé de varier et d'ailleurs de s'échanger ces notions-là depuis 2 siècles. Donc sincèrement, la notion de droite est une notion extrêmement pauvre qui n'aura d'utilité, et j'espère qu'elle en aura aussi, moi je suis même praticien de la politique désormais, elle en a entre les deux tours. Entre les deux tours, effectivement, vous allez chercher des voix auprès de vos concurrents de droite de premier tour, qui d'ailleurs sont aujourd'hui absents du second tour, parce que justement, les Français ne s'y intéressent très peu. Bref, je vais quand même participer au débat, mais après d'avoir déconstruit un petit peu les bases. Pierre-Alexandre Bouclé, le directeur de la radio de toutes les droites et de tous les talents défend-il une notion creuse ? J'espère que non. Non, après, il est vrai que les notions parlementaires sont un peu pratico-pratiques, un peu creuses, et peuvent être contestées. En effet, les notions de patrie, etc., de nationalisme même. Le nationalisme commence à gauche, finalement, comme le disait Jérôme Sainte-Marie. Néanmoins, je pense que si on s'émancipe des notions droite-gauche et qu'on revient à des choses plus ancrées, plus anciennes, plus traditionnelles, et qu'on oppose, par exemple, les traditionnels aux modernistes, là on peut retrouver quelque chose de plus pertinent. Et je crois donc assez profondément à cette quand même distinction droite-gauche, pour faire très très simple et même simpliste, mais j'y crois quand même. Et je pense qu'il existe une vraie fracture entre les gens traditionnels qui se disent qu'il faut préserver un héritage et le transmettre, et qui se méfient au fond des pulsions humaines, et qui se disent qu'il faut contrôler ces pulsions, qu'il faut se contrôler soi-même, et qu'il faut un ordre à la société, en opposition aux modernes pour le modernisme. Et pour citer, on a beaucoup cité donc Gramsci, Lénine, etc. On peut citer Charles Maurras, si c'est pas trop violent pour l'Assemblée, qui disait que la tradition est critique, et que en fait c'est comme un arbre, et qu'on peut s'adapter, et il faut évidemment s'adapter à la modernité. Aujourd'hui, on a l'irruption de l'intelligence artificielle. Il serait démentiel, par exemple, de ne pas se préoccuper intelligemment de l'intelligence artificielle, c'est le cas de le dire. Donc la tradition est critique, c'est comme un arbre, on coupe le bois mort, on élague, et on fait en sorte que des racines jusqu'aux plus jeunes pousses, l'arbre soit beau. L'arbre, c'est la civilisation. Et donc les traditionnels, les traditionnalistes, sont critiques vis-à-vis de la modernité et vis-à-vis de leur tradition, et les modernes, eux, sont des déracinés qui veulent la modernité pour la modernité, c'est-à-dire qu'ils confondent les moyens et les causes, enfin les moyens et les buts. Et c'est là où, à mon avis, les gauchistes se trompent, point final. Et, non, mais je pense que, de ce fait, voilà, la fracture existe réellement. Je ne sais plus quelle était la question. Alors, effectivement, pour mener le combat des idées, encore faut-il savoir quelles sont ces idées. Et notre discussion concerne autant, d'ailleurs, la définition des dites idées en question, celle de la droite, que leur pratique, ou plutôt leur défense. Jérôme Sainte-Marie rappelait avec profit, et sans doute avec justesse, que les électeurs étaient aujourd'hui assez éloignés d'un certain conservatisme social ou sociétal. On sait que les partis politiques, en France comme aux États-Unis, discutent de leur finalité et de leur rôle. Un parti politique est-il là pour ramener les électeurs là où il est lui,
convaincre les électeurs, affirmer donc un dogme, ou un parti politique est-il au contraire là pour aller où les gens sont et faire du marketing électoral, sondage effectivement à l'appui. Nos militants, les militants de la cocarde, s'intéressent aussi sur les moyens effectifs de mener ce combat des idées et ce combat culturel. Est-ce le rôle d'un parti politique que de défendre des idées ou au contraire de s'adapter à la demande électorale? Jérôme Sainte-Marie. Alors tout d'abord, je n'ai pas dit exactement que la gauche et la droite n'existaient pas. Il se trouve que quand vous vous faites agresser dans vos facs par des gens de gauche, ils se considèrent bien comme étant de gauche, par exemple. Donc il y a encore des gens, notamment à la jeunesse étudiante, qui se considèrent comme de gauche, et puis il y a encore des gens qui se considèrent comme de droite, et à ce titre, la gauche et la droite continuent à exister. Je considère simplement que la valeur, la performance en quelque sorte électorale de ces notions, surtout pour la droite, est aujourd'hui extraordinairement faible. Et le contenu, et ça tient aussi au fait que le contenu se cherche. Pour répondre à ta question, Lucien, je vais tout simplement évoquer le parti auquel j'ai adhéré, dont je suis délégué départemental désormais dans les Hautes-Alpes, c'est-à-dire le Rassemblement national. Ça tombe bien parce que s'il y a une notion qui aujourd'hui est revenue au premier plan, qui n'a pas toujours été très présente, hein. C'est un des rares avantages d'avoir mon âge, c'est de se souvenir de périodes bien différentes, c'est cette idée de nation. L'idée de nation, l'idée de France est aujourd'hui très présente. C'est vraiment le bien de ceux qui n'en ont pas. On a vu, y compris au moment du Covid, que c'était comment dirais-je, c'est la référence de base après la famille. Quand il y a eu le Covid, les gens se sont repliés sur la famille, et ce qui a été partout dans le monde le point de repère, ça a été justement la nation et donc l'État-nation pour se protéger. La nation demeure cet espace, et là je me référerai, puisque je crois que c'est Sarah qui a évoqué tout à l'heure Jean-Claude Michéa, effectivement la nation est bien le lieu du don, du contre-don et de la reconnaissance, qu'on appelle tout simplement le patriotisme, et c'est ce qu'il faut retenir. Ce que la droite libérale oublie très souvent, justement, c'est que si le peuple est attaché à la nation, c'est bien cette notion de don et de contre-don qu'il faut prendre au sens littéral, c'est-à-dire, c'est notamment l'impôt et la redistribution, et la contribution et la reconnaissance qui s'appelle le patriotisme. Ce lien-là a été totalement oublié par la gauche, qui ne se rend pas compte que la nation est vraiment l'endroit de la redistribution le plus radical. La nation, si j'ose dire, c'est un espace socialiste par excellence, puisque justement, vous avez cet échange en apparence gratuit, en réalité très coûteux, qui se déroule. Et donc cette base matérielle du sentiment national est à cultiver. Ce n'est rien d'autre. Quand on parle en réalité, le thème fourre-tout du pouvoir d'achat, pourquoi est-ce qu'il est porté avec cette grande efficacité par le Rassemblement national, et pourquoi il porte à son tour le Rassemblement national? C'est pas parce que le Rassemblement national serait devenu un parti de gauche ou un parti social-démocrate, comme on en accuse parfois. C'est tout simplement parce que la nation est justement ce lieu de l'échange et de la solidarité. Parce que, encore une fois, les auteurs de gauche, autrefois, s'en souvenaient. Il y a un type qui s'appelle Ducange, un historien, qui est très à gauche pour le coup, mais qui a écrit des choses intéressantes sur la social-démocratie allemande et la nation, qui a des choses à lire. Il faut toujours lire un peu nos adversaires, c'est qu'ils nous apprennent des choses sur nous-mêmes. Et donc, vous avez effectivement l'idée qui me paraît centrale aujourd'hui, et qui n'a pas toujours été présente. Et il faut que vous n'êtes pas, vu votre âge, vous n'en avez pas forcément immédiatement conscience, c'est cette idée de nation, cette idée de France. Et qui aujourd'hui, ceux qui l'ont délaissée, c'est-à-dire de manière explicite la France insoumise, et de manière implicite le macronisme, eh bien ceux-là sont en crise et ont perdu le peuple. Parce que le relien de solidarité, comment dirais-je, et c'est là, une façon de te répondre en fait. Il ne faut pas se poser la question, est-ce qu'il y a une demande et une offre politique, et la politique, c'est pas Baron Noir en quelque sorte, il n'y a pas des super communicants ou des super sondeurs qui sont là pour manipuler tout le monde. C'est pas du tout Baron Noir, la politique. C'est-à-dire, effectivement, il y a des demandes sociales très fortes et il faut savoir les canaliser. La politique, c'est vraiment très proche de ce que disait Machiavel sur le prince, c'est-à-dire la vertu du prince consiste à savoir utiliser les événements, la fortuna, disait-il,
à son profit, mais et au profit de la nation, en l'occurrence, ou de la cité pour Machiavel. Mais vous avez effectivement cette idée-là que vous avez des demandes sociales très fortes. Aujourd'hui, cette demande, c'est une demande sur la revitalisation du lien national, et effectivement, il faut le savoir cela. Et il faut combien comprendre, et je pense que ça sera l'effort de votre génération, ça sera bien comprendre qu'est-ce qui fait la force de ce sentiment national. On est dans le culturel, mais on est également, comme toujours en politique, dans le matériel. Alors, il y a La Fortune du Prince, et un autre penseur politique disait que la politique était l'art des possibles. Une organisation ou un parti politique doit-elle répondre à une demande ou au contraire créer son offre ? Alors je pense qu'on peut trouver un moyen terme entre, par exemple, Jean-Marie Le Pen, qui disait qu'il préférait être battu sur ses idées plutôt que gagner avec celles des autres, et les adeptes de la fameuse chanson de Jacques Dutronc, vous savez, sur l'opportuniste, qui change de veste en fonction de l'air du temps, et qui retourne sa veste plutôt. Voilà, je pense qu'il y a vraiment un moyen terme, si on considère que le rôle d'un politique, d'un parti politique, c'est de défendre le bien commun, tout bêtement, c'est-à-dire de s'attacher à la défense du peuple français. Enfin, on parle de la France, mais chaque responsable politique a la charge du bien commun du peuple dont il est l'élu, le représentant. Et si nos politiques faisaient cela, je pense que les choses iraient peut-être un peu mieux. Alors, moi, j'ai beaucoup travaillé au contact des politiques, et je crains d'avoir à dire que très longtemps, ce que j'ai toujours entendu de la bouche des politiques, c'est « oui, je sais ce qu'il faut faire, mais je ne peux pas le faire avant la prochaine élection. Dans 6 mois, il y a une élection. Dans 1 an, il y a une élection. Mais après, crois-moi, je serai courageux et je dirai tout ce qu'il faut. » Et puis en fait, 6 mois après, 1 an après, 2 ans après, c'est toujours la même ritournelle. Voilà, donc je pense que l'attachement au bien commun est une bonne boussole, et le rôle du politique, c'est aussi de dire peut-être la vérité, c'est-à-dire de détecter les menaces. Là, on parle de choses sérieuses, de choses concrètes. Ça n'est pas de se faire réélire et de garder le pouvoir dans le but de ne pas le perdre, ce qui est malheureusement le cas de nos politiques peut-être depuis De Gaulle, pour qui je n'ai pas une estime phénoménale, mais qui avait quand même encore une certaine vision de l'État. Et maintenant, il y a une décadence de la vision de l'État chez nos plus hauts représentants, que j'ai pu mesurer quand j'étais journaliste de terrain, si je puis dire, quand je faisais du journalisme parlementaire notamment, mais qui est effroyable. C'est-à-dire ces gens ont perdu la notion du bien commun, et ils n'ont qu'en tête que le renouvellement des mandats d'élection en élection et de sous-élection en sous-élection. Ça se passe comme ça. Mais si on s'attache au bien commun, on a comme devoir de détecter les enjeux de l'avenir, vraiment comme Jean-Marie Le Pen avait détecté 40 ans en avance la menace, le risque que faisait peser une immigration non contrôlée, comme Enoch Powell en Angleterre. Et ce sont des gens qui ont payé de leur carrière cette clairvoyance et le fait qu'ils n'ont pas été écoutés. Mais je pense qu'un vrai politique doit avoir ce courage. Et moi, je rêve vraiment d'avoir un jour un politique qui détecte les enjeux des 50 prochaines années. Et là, nous parlons avec un sondeur professionnel. Il y a quelque chose qui me semble assez fiable, qui est la démographie. La démographie ne ment pas. On peut savoir, en se projetant 50 ans à l'avance, à quoi va ressembler un territoire donné, en fonction de la population qui l'habite et en fonction de ses comportements démographiques, c'est-à-dire qu'on s'adapte à sa sociologie et à l'environnement, aux contraintes, etc. Et on fait un ajustement et on voit ce qui va se passer. Je crains vraiment que la France des 50 prochaines années ne soit condamnée à une France communautaire, communautarisée, dans laquelle nous, je vois qu'il y a peu de diversité dans la salle, nous devons penser à un certain communautarisme. Je pense que c'est le vrai enjeu des 50 prochaines années, et je rêve d'un politique qui ose s'emparer à bras-le-corps des vrais défis qui nous menacent, parce que c'est nous. Mais moi, j'ai une fille de 11 ans, mais j'ai peur, j'ai vraiment peur de la France qu'elle va connaître, peut-être quand moi je serai mort. C'est une horreur de tous les instants. Et je vous le demande à vous, qui allez peut-être avoir des enfants aussi, je vous le souhaite, déjà parce qu'il faut repeupler le pays, et puis ensuite parce que c'est un bonheur particulier, mais
Il faut penser à la France que nous allons donner. C'est effroyable. Et donc, il faut vraiment s'y préparer. Et le rôle d'un parti politique, c'est d'aider l'ensemble des étudiants de la cocarde et des citoyens français à se préparer aux défis qui nous menacent. Voilà, c'est le seul vrai rôle d'un politique. Tout le reste, ce sont des conneries. Alors précisément, si la situation est si grave, et à mon avis, elle est effectivement dramatique, et elle ne se réduit pas à l'immigration, quand vous prenez les questions de l'éducation notamment, les questions du savoir et de sa transmission en France, c'est vraiment une question où là, on est dans une situation littéralement angoissante, parce que l'immigration peut s'arrêter, restaurer notre excellence académique est un travail beaucoup plus long. Et si nous vivons la vie relativement confortable que nous vivons, c'est bien parce que nous avons derrière nous des générations d'ingénieurs, de scientifiques, etc. Et non pas uniquement des journalistes et des sondeurs. Donc c'est effectivement, vous avez là des chantiers énormes. Il est évident, et sinon vous ne seriez pas rassemblés aujourd'hui, et sinon vous ne seriez pas les représentants de toute une jeunesse qui se mobilise, il est évident qu'on a un sentiment d'urgence. Que cette situation d'urgence de quelques années, notamment l'échéance de 2027, bien entendu. Cette situation d'urgence, elle doit nous inspirer de la volonté, peut-être une forme d'exaltation, mais surtout du réalisme en politique. Et de ce point de vue-là, la politique, il y a quand même une dimension expérimentale. Il y a des scrutins. On voit ceux qui trouvent un écho et ceux qui n'en trouvent pas. Vous avez aujourd'hui, alors excusez-moi d'avoir un discours un peu partisan, mais vous avez aujourd'hui une force populaire qui s'est levée contre tout. Et comme souvent d'ailleurs, c'est la base qui permet de faire bouger le sommet, vous avez cette volonté populaire qui, contre toute logique institutionnelle, sans avoir des élus pendant très longtemps, qui se maintient depuis et qui croît depuis des décennies. Le Front National est une aberration par rapport aux cours que j'ai reçus en sciences politiques ou en droit constitutionnel. Ça ne devrait pas exister. C'est un parti qui n'arrivait pas à fournir le bien politique élémentaire qu'étaient des postes électifs pendant des années. Or, ce parti s'est maintenu. Il n'arrivait pas à être au second tour. Quand il était au second tour, il était battu. Il ne produisait pas, encore une fois, ce bien élémentaire. Et le fait de militer au Front National, j'en parle d'autant plus qu'à l'époque, j'y étais pas, représentait un coût social prohibitif. Et pourtant, il s'est maintenu. Il s'est maintenu par ses électeurs, il s'est maintenu par la base, et une base était très souvent, en plus, une base populaire. C'est ceci qui fait qu'aujourd'hui, vous avez des possibilités d'action politique remarquables. Par ailleurs, on ne peut pas parler aujourd'hui de personnel politique en oubliant que le quart de l'Assemblée nationale aujourd'hui est composé d'élus patriotes, d'élus du Rassemblement national et de ses alliés. Nous avons au premier rang de jeunes députés européens et nationaux qui représentent, du coup, qui portent cette voix patriote, et que vous avez, c'est aussi pour ça que je vais vous parler de jalousie personnelle tout à l'heure, vous avez aujourd'hui une possibilité historique et une nécessité historique pour vous engager au service de vos idées. Autrefois, ça n'existait pas. La jeunesse radicale de gauche était condamnée à finir, pour ceux qui voulaient faire de la politique, dans les rangs du Parti socialiste et à trahir ses idées. Et la jeunesse radicale nationale, c'était pas beaucoup mieux. Elle finissait par aller dans les rangs du RPR et de l'UDF pour voter avec enthousiasme oui à Maastricht ou à tous les traités internationaux qui se présentaient, à toutes les transformations libérales en matière de mœurs, etc., qui passaient par là. Ce destin tragique de la jeunesse étudiante idéologisée d'autrefois, ce destin tragique, il vous est au moins évité. Vous avez aujourd'hui la possibilité de vous engager, il n'y a pas que le Rassemblement national, bien entendu, dans le camp national, mais d'œuvrer avec efficacité. Après, et c'est là où il y a un dialogue, justement, entre les idées et, disons, la réalité politique, qui n'est pas réductible, encore une fois, à ces logiques d'offre et de demande ou de proposition du personnel politique détaché toute chose. C'est bien il faut bien comprendre quelle est la demande sociale. Et encore une fois, ce n'est pas une lubie personnelle que de parler des catégories populaires. C'est bien, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard si ce sont les catégories populaires qui tiennent
le pays. Alors je pourrais vous faire des citations de Jaurès, de Péguy ou de Charles de Gaulle, ça on le fait à chaque fois, je vais me l'éviter, ça fera un peu trop meeting souverainiste sinon, mais vous avez, c'est pas un hasard, si c'est les catégories populaires qui dans toutes les circonstances importantes ont été fidèles à la nation. Ce n'est pas un hasard non plus, c'est que quand les choses deviennent sérieuses, quand il y a une crise nationale, par exemple la résistance, quand il y a une crise nationale, par exemple la décolonisation, quand vous avez une crise sociale majeure, qui était aussi une crise nationale, comme les Gilets jaunes, remarquez bien que ces notions de gauche et de droite ne sont plus opérantes. C'est la Rose et le Réséda d'Aragon, quand vous savez les traités, les référendums sur Maastricht ou en 2005, où on était bien content d'avoir les voix de l'extrême gauche avec nous pour voter non, et où la gauche, sans l'avouer, était bien contente d'avoir les voix du Front National pour l'emporter également, la gauche souverainiste. À chaque fois que les choses ont été sérieuses, ce sont les mêmes qui se sont alliés pour résister, et ce sont les mêmes qui se sont alliés pour trahir. Donc il faut bien comprendre, et ça ne recoupe pas le clivage de la gauche et de la droite. Et même dans les crises morales, comme par exemple la question du mariage pour tous, remarquez bien que la droite était profondément divisée, et que ça ne se réduisait pas à un clivage gauche-droite. C'est pour ça que je vous dis simplement qu'il faut bien voir que de ne pas s'enfermer dans des notions qui sont à mon avis des notions inappropriées, en plus d'être des notions électoralement perdantes, et que si c'est électoralement perdant, c'est qu'il y a une bonne raison. Et qu'encore une fois, il faut bien comprendre que cette unité avec les catégories populaires qui sont aujourd'hui aussi les classes moyennes, avec cette majorité sociale qui a défendu notamment les Gilets jaunes, est absolument essentielle. Et que c'est comme cela que l'on pourra sauver le pays, parce que si vous êtes préoccupés par la situation du pays, les Français le sont également très majoritairement. Et surtout, je vous en conjure, puisque vous avez l'avenir devant vous, ne rendez pas le peuple à la gauche. C'est bien ça l'enjeu. Ne rendez pas par maladresse, par fanatisme ou par enfermement sociologique le peuple à la gauche. On a réussi à prendre le peuple à la gauche et le peuple aujourd'hui a compris quel était son véritable intérêt. Et il est aujourd'hui solidement arrimé à la nation. Encore une fois, alors je m'adresse peut-être moins à vous qu'à des oratrices que je n'ai pas entendues tout à l'heure, mais ne rendrons pas le peuple à la gauche. Alexandre Bouclet. Oui, je voulais rebondir parce que là, je suis vraiment en accord avec ce que vient de dire Jérôme Sainte-Marie. Je crois que nous avons vraiment le devoir absolu, si on veut faire quelque chose de bien pour notre pays, c'est vraiment de réunir, de faire converger cette France Manif pour tous avec la France des Gilets jaunes. En fait, c'est une obligation quasiment morale et c'est en plus une nécessité politique. Je crois que c'est vraiment important, précisément pour le bien du pays. Alors, la jeunesse qui est présente ici est scolarisée pour la plupart, étudiante, et s'intéresse effectivement à ce combat pour le bien commun. Nous ne l'appelons pas pour la droite, mais alors pour la nation, en tout cas pour ce qui nous rassemble ici. Et elle s'interroge aussi sur les moyens effectifs de mener ce combat, ce qui faisait partie aussi de notre discussion. Quels conseils pourriez-vous donner à la jeunesse qui est présente ici et qui a un désir d'engagement ? Faut-il faire des thèses à l'université ? Faut-il faire du journalisme ? Faut-il prendre en main un budget culturel d'une municipalité ou d'une région ? Faut-il être un agitateur d'idées ? Y a-t-il encore des tabous qui restent à briser ? Vous disiez que le camp national est sorti de la marginalité aussi parce que le réel s'est rappelé aux Français, puisqu'un certain nombre de tabous ont été brisés par des esprits pionniers. Enfin, si on s'intéressait aux moyens effectifs de mener ce combat culturel et ce combat des idées, que pourriez-vous suggérer à l'assistance ? Jérôme Sainte-Marie. Alors, je vais vous faire un... Là, vraiment, je ne m'attendais pas à cette question. Alors, du coup, c'est le père et même le grand-père désormais qui va vous parler de manière très sincère. Ne faites pas mon erreur. C'est-à-dire, si vous êtes encore étudiant, faites en sorte d'avoir une activité professionnelle qui soit aussi détachée de la politique que possible. Pour mener le combat politique, vous voyez, c'est très personnel, c'est presque une confession que je vous fais. Pour mener le combat politique, rien ne vaut d'avoir une activité à soi, une activité professionnelle, une technique particulière, que ce soit la médecine ou autre, enfin je pense ça, parce que ça passe à l'idée, mais ça peut être absolument n'importe quoi, une technique qui ne fasse pas, contrairement à ce qui a été mon cas comme sondeur, même si j'arrive maintenant un peu en bout de course, eh bien ne faites pas l'erreur de lier votre activité professionnelle à la politique. Tout simplement, moi ça m'a empêché d'en faire pendant des décennies, tout simplement. Et je crois vraiment, si j'ai un seul conseil à vous donner, ça vous donnera en plus ensuite la liberté la plus totale et ça vous introduira un rapport
à l'activité politique, à l'engagement, quand vous aurez envie de vous engager, ce ne sera pas forcément tout le temps, une très très grande liberté et un rapport infiniment plus sain. C'est pour ça que je vous incite, évidemment, je n'ai pas besoin de vous inciter, vous êtes là, on ne réussit pas sa vie sans engagement politique à mes yeux. Je ne conçois mal qu'on puisse, si on a la chance de pouvoir étudier, lire, etc., ne pas rechercher en permanence et jusqu'à la fin de l'existence à avoir une vision idéologique des choses la plus exacte possible. C'est toujours passionnant. Mais encore une fois, ne vous précipitez pas sur les métiers liés à la politique. Merci. Alors moi je pense, on parlait des tabous, des derniers tabous, moi je crois que un des grands tabous qui reste, c'est pas tant l'immigration ou l'insécurité, c'est vraiment cette projection sur les 50 années à venir. Et c'est triste parce qu'encore une fois, c'est le rôle du politique de prévoir les 50 années à venir. Donc s'ils ne le font pas, il faut bien qu'on le fasse. Et vraiment essayer de réfléchir sur la base de vos connaissances et de ce que vous pourrez apprendre pour vous représenter la France dans 10, 20, 30, 40, 50 ans et de s'adapter évidemment. Et quant aux conseils à vous donner, je pense que c'est encore, je ne sais plus si c'est peut-être Aristote qui disait qu'il fallait être sur la dentelle du rempart. Je pense que c'est un excellent conseil, c'est-à-dire que chacun à sa place, quel que soit son métier, doit essayer d'abord de le faire bien et ensuite de tenir sa place pour qu'un autre ne la prenne pas. Et il faut faire des thèses, il faut effectivement conquérir des mairies, il faut être un avocat, par exemple, un avocat bienveillant envers les gens de sa cause et gagner de l'argent avec les autres et traiter ses amis avec bienveillance et travailler à prix d'amis pour eux, par exemple. C'est un vrai conseil. Il y a peut-être des juristes parmi vous, souvenez-vous-en quand vous serez au barreau. Voilà, il y a des choses à faire. Et puis, bizarrement, j'aurais jamais dit ça il y a encore 4 ou 5 ans, mais je pense qu'il faut être fonctionnaire. Et oui, figurez-vous que je me suis beaucoup intéressé ces derniers temps à l'influence incroyable qu'a, par exemple, Wikipédia ou qu'ont certains réseaux sociaux. Et j'ai discuté avec des gens qui sont de vrais experts de Wikipédia et qui m'expliquaient que l'hégémonie gauchiste qui existe notamment en France sur Wikipédia vient du fait que la majorité des contributeurs sont des fonctionnaires, c'est-à-dire qui ont énormément de temps. Donc, je suis désolé de le dire, mais c'est l'explication, c'est la clé de l'explication. C'est-à-dire que les gens qui travaillent dans des métiers libéraux, oui, ou retraités, voilà, mais là, ça va prendre du temps. Mais vraiment, quand on travaille toute la journée et que le soir on rentre, on a autre chose à faire que de se jeter sur Wikipédia. Tandis que, manifestement, ce n'est pas moi qui le dis, j'y aurais pas pensé si on ne m'avait pas éclairé, mais les fonctionnaires et les étudiants ont un temps fou à consacrer à ce militantisme qui porte des fruits incroyables. Aujourd'hui, Wikipédia est une référence absolue, même pour nous. Et il faut quand même que nous recommencions à occuper le terrain. Donc comme il n'y a pas de saut métier, il n'y a pas de saut militantisme. Je pense qu'il faut vraiment s'investir. Et si nous ne le faisons pas, personne ne le fera pour nous. Voilà, donc il faut consacrer du temps. Et finalement, après tout, être payé à rien foutre, c'est une activité comme une autre qui vous libère du temps. L'agent public d'État que je suis est effectivement libre de son samedi pour s'entendre dire ce genre de gentillesse. Aux États-Unis, sinon faites un beau mariage. Aux États-Unis, la campagne de Trump, et je parle et ce sera la dernière question d'ailleurs pour conclure notre propos, c'est beaucoup appuyé sur les médias alternatifs et les podcasts, lesquels tentent à remplacer les médias traditionnels qui ne parlent finalement plus qu'à une certaine génération. On sait que la moyenne d'âge des auditeurs des chaînes d'information continue est très élevée. Dans quelle mesure les médias alternatifs de droite ont-ils ou peuvent-ils en France influencer l'agenda médiatique traditionnel et devenir à leur tour des sources d'information de référence? Pierre-Alexandre Bouclet. Alors, moi je pense qu'il ne faut pas non plus se laisser abuser par un trompe-l'œil qui serait la puissance de feu de nos médias alternatifs ou de nos réseaux sociaux. Et je suis le premier à le déplorer puisque je dirige une radio alternative. Nous avons une étude médiamétrie pour Radio Courtoisie
qui nous donne un quart d'heure moyen de 5000 personnes. C'est bien, ça veut dire que par exemple le matin, avec un taux d'audience, je crois un taux d'écoute de 23 minutes par personne. Ça veut dire que de 7h à 10h, on a 40 000 personnes qui se relaient sur la matinale, c'est beaucoup, sur la bande FM. Quand je compare ça, par exemple, aux 5 millions de téléspectateurs du journal de France, de TF1, pardon, il y a quand même une marge. Donc, malgré tous mes espoirs pour le combat pour la France, il y a tout de même une marge. Et quand je le compare, moi, nos 40 000, à nos scores sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire où on a 800 sur YouTube, 800 sur X, et encore 1000 ou 1200 sur le site internet, et que je regarde un peu nos amis et néanmoins concurrents, c'est quand même un peu effrayant par rapport à la force de frappe démentielle du JT de TF1 et du JT de France 2 qui fait ses 3-4 millions tous les soirs. Donc malheureusement, voilà, il ne faut pas croire que c'est une force, que les médias officiels ou les médias commerciaux sont déclinants et que nous sommes en train de les remplacer. Le grand remplacement médiatique n'est pas fait, donc il faut y songer. Néanmoins, donc nous, par exemple, pour Radio Courtoisie, sincèrement, si en 2027, un parti que nous apprécions, suivez mon regard, arrive au pouvoir, j'espère sincèrement que l'ARCOM nous offrira de nouvelles autorisations d'émettre pour couvrir le territoire. Parce que pour encore 20 ou 30 ans, c'est vraiment ce qui permet à un média d'être puissant. Après, il est incontestable que les médias alternatifs ont fait un travail remarquable. Par exemple, en Pologne, avec Radio Maria, qui a permis l'arrivée du PiS dans les années 90-2000. L'exemple le plus évident, c'est Donald Trump dès 2016. Et même cette année, donc Donald Trump bénéficie en 2024 de tout le soutien du Parti républicain. Il a des gros médias. Et bien néanmoins, il fait le choix des médias alternatifs encore une fois. Et ça, c'est vraiment, vraiment intéressant. Et ça a même sidéré la correspondante de je ne sais plus quelle chaîne, qui est Laurence Haïm, je ne sais plus si c'était F1 ou une autre chaîne, enfin bref, une grosse chaîne, et qui était sidérée, et elle disait, c'est Kamala Harris fait CNN et je ne sais plus quoi, Oprah Winfrey, etc. Et Donald Trump, lui, fait 3 chaînes totalement inconnues, plus une web radio. Et elle était sidérée. Mais en fait, Trump avait une vraie stratégie qui était vraiment de contourner la puissance médiatique et de s'intéresser aux médias alternatifs et aux franges qui allaient finalement le porter au pouvoir, parce que ce sont des franges qui sont, d'un certain point de vue, qualitatives. Nous, avec Radio Courtoisie, nous n'avons pas la force de frappe de TF1, mais nous avons nos propres avantages. C'est-à-dire nous touchons un cœur de cible, si l'on peut dire, qui lui-même est très très prescripteur. On le voit avec les éditeurs qui passent chez nous sont très intéressés parce que plusieurs m'ont dit quand on passe à Radio Courtoisie, on vend 40 bouquins dans la semaine qui suit, alors que si on a un truc sur RTL, on n'en vend pas. Et c'est vraiment intéressant ça, c'est très 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 intéressant. Et je pense que nous, on doit vraiment avoir ce travail qualitatif au lieu du quantitatif. Il nous reste 1 minute. Juste un tout petit mot, je suis tout à fait d'accord. Parmi les grandes chances de votre génération, il y a effectivement le fait d'avoir cette liberté d'information. C'est pour ça d'ailleurs que Macron est acharné depuis son arrivée au pouvoir et que celui qui lui succédera, si ce n'est pas nous, continuera son œuvre, est absolument acharné à censurer, à contrôler, sous le prétexte des fake news, à mener la guerre du pseudo-vrai contre le faux. C'est effectivement cette question des médias alternatifs. Effectivement, Trump a gagné grâce à des influenceurs, grâce à des interviews, etc. Et c'est beaucoup plus important que espérer dans le renversement d'influence d'une grande chaîne par rapport à une autre. D'autant plus que c'est un sujet sur lequel, si j'étais devant une assemblée de gauche, les gens de gauche sont persuadés que la droite contrôle les médias, les gens de droite considèrent que la gauche contrôle les médias, avec des bons arguments d'ailleurs à chaque fois en réalité. Donc la question n'est pas là. La question n'est pas de remplacer une grande chaîne d'abrutissement en notre défaveur par une grande chaîne d'abrutissement en notre faveur. La question est vraiment d'avoir recours
à voir que tous ces médias, y compris les médias alternatifs, d'une certaine manière, Radio Courtoisie est aussi un média alternatif qui permettent de réfléchir, qui ont des formats d'expression extrêmement confortables, où on apprend énormément de choses. Non seulement c'est 10 fois plus intéressant que de regarder une chaîne de télévision qui va nous flatter dans nos obsessions et en nous abrutissant de manière consciencieuse, mais et qui n'ouvre pas la fenêtre d'Overton, contrairement à ce qu'on croit, qui au contraire transforme nos opinions en quelque chose de moins bien, on va dire. Mais c'est vraiment très très important, effectivement, d'avoir ce recours constant à l'ouverture. L'ouverture se fait sur les médias alternatifs et la fermeture se fait sur les médias de masse. C'est comme ça, et c'est pas la propriété de tel ou tel média qui changera cette loi absolue de fonctionnement médiatique.